Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Au sommaire, la radio et télévision Dunia a lancé hier la 15e édition du Mousabaka aux lectures du Saint-Coran. Vous aurez les détails dans ce journal. Le gouvernement du Niger revoit le prix du Hajj 2023 à la baisse de 3 603 840 francs. Le prix du Hajj est descendu à 3 258 733 francs. Monsieur, dames, bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision Dunia. Lancement hier de la lecture du Saint-Coran, autrement dit Mousabaka, dans les locaux de la radio et télévision Dunia. Cette 15e édition est financée par la Banque islamique du Niger. Compte rendu Fatia Inoussa. Bismillahirrahmanirrahim. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. L'organisation de la Mousabaka est devenue une tradition pour le groupe de presse Dunia. Interrompue pendant un certain moment pour diverses raisons, cette année, le comité a décidé de relancer les activités pour le grand plaisir des candidats. La Mousabaka, nous l'avons commencé hier dimanche 2 avril et avec un lancement officiel que nos téléspectateurs et auditeurs ont dû suivre sur la radio et télévision Dunia. Et l'édition de cette année coïncide avec la 15e édition et une manière de dire tout simplement que ça fait 15 éditions que la Mousabaka de la radio et télévision Dunia suit son cours. Et l'exception de cette année, c'est que c'est une édition de la relance, si on peut l'appeler ainsi. Une édition de la relance tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, la Mousabaka avait été suspendue à cause de beaucoup de paramètres que vous n'êtes pas sans ignorer. À savoir, il y avait eu la Covid-19, il y avait eu l'incendie auquel Dunia a eu à faire face. Et c'était des choses qui avaient plombé l'organisation et la tenue de cette Mousabaka pour les enfants qui aimaient tant qu'on les relance. Et cette année, par la bonne grâce de Dieu et par la miséricorde du Tout-Puissant et l'accompagnement de la BIN, la Banque islamique du Niger, nous avons repris de plus belle l'organisation de la Mousabaka. Cette 15e édition est financée par la Banque islamique du Niger parce qu'elle s'est donnée pour objectif d'accompagner les actions de bienfaisance. Cela dit, la Banque islamique du Niger, comme vous le savez, est la première banque islamique au Niger. Elle a été créée il y a aujourd'hui 40 ans de cela. À chaque fois, la Banque islamique du Niger apporte sa contribution dans toutes les actions de développement, que ce soit social, économique, culturelle et sportive. Donc cette année, avec l'accompagnement de la Mousabaka, pour la Banque islamique du Niger, c'est une responsabilité pour nous de l'accompagner parce que ça rentre en tout cas dans la droite ligne de notre politique sociétale de l'entreprise. La BIN est une activité qui travaille conformément avec les indications de la Sunna. C'est pourquoi le représentant de la BIN appelle la population à s'intéresser davantage à leurs services. Nos attentes au niveau de la Banque islamique du Niger, c'est que les Nigériens soient édifiés, en tout cas, de toutes les actions que la Banque islamique du Niger est en train de mener. Et surtout, je veux appeler les Nigériens à s'approcher de la Banque islamique du Niger pour comprendre cette finance islamique-là. Puisque c'est une finance qui est saine, qui est solide, qui met à l'abri les Nigériens de ce qui est riba, de ce qui est intérêt et tout ce qui n'est pas bon, en tout cas que l'islam interdit, nous à la Banque islamique du Niger, nous l'évitons. Donc c'est pour cela que nous appelons à tous les Nigériens de s'approcher de la Banque islamique du Niger pour avoir plus d'informations en ce qui concerne la finance islamique. Le comité d'organisation appelle également l'ensemble de la population de les accompagner matériellement ou financièrement pour poursuivre la lecture du Saint-Coran. De la Mousabaka, radio et télévision Dunia, la Banque islamique du Niger, c'est un choix qui compte.
De 3 603 840 francs CFA, le prix du Hajj 2023 est descendu à 3 258 733 francs CFA. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement. Les raisons de cette baisse expliquées par le ministre du Commerce Al-Kasha Al-Hada. Suivez plutôt. Les principales modifications qu'il y avait eu, la hausse qu'il y avait et liée au fait que les Saoudiens avaient augmenté les prestations à leur niveau. Alors il se trouve que ils ont saisi les autorités nigériennes en charge du Hajj, notamment le Koho, pour annoncer qu'ils réduisaient de façon substantielle le coût de leurs prestations au niveau local. Ainsi, les prestations qui étaient de 5200 riyals, qui correspondaient à 933 816 francs CFA, sont ramenées à 3278,50 riyals, soit 588 753 francs CFA. Un autre petit changement concerne l'assurance pèlerin, qui était à 29 riyals et qui est ramené à 28,75 riyals. Donc ce qui fait que il y a pratiquement un montant de 345 107 francs de baisse par rapport à l'annonce initiale. Et c'est la raison pour laquelle il nous est paru nécessaire de vous convier, non seulement pour vous informer, mais aussi pour changer le prix du Hajj, qui ne sera plus de 3 603 840 francs, mais qui sera de 3 258 733 francs. Et par la grâce de Dieu, donc, nous avons cette modification qui est une très bonne nouvelle, qui vient en plein Ramadan. Et donc, nous rendons grâce à Dieu. Et merci donc à tous. Et donc, voilà, les prix vont changer. Évidemment, cela donc va se répercuter. Il y a un certain nombre de personnes déjà qui ont commencé à payer, donc à verser. Je crois que ça tourne autour de 5000 personnes. Et bien donc ces 5000 personnes-là, il faudra que pour chacune d'entre elles, donc les 345 107 francs doivent leur être remboursés. Donc voilà. C'est devenu une tradition pour de nombreux commerçants pendant le mois de Ramadan de spéculer sur les produits, notamment ceux de première nécessité. Une de nos équipes s'est intéressée à la question. Voici le reportage de Amina Abdou et Jibril Ousmane. C'est donc devenu une tradition pour les consommateurs nigériens de vivre la cherté extrême des produits de grande consommation dans leur chair pendant le mois béni de Ramadan. En effet, certains commerçants véreux profitent de ce mois béni pour faire monter les enchères de leurs produits, et cela malgré les mesures prises par les autorités nigériennes, ce qui rend la vie dure aux consommateurs. Ça coûte excessivement cher. La tomate que vous achetez avant l'approche de Ramadan à 250 francs. Aujourd'hui, quand vous vous rendez, on peut vous vendre cette tomate à 750, on peut vous la vendre à 500 francs, ce qui fait que la vie coûte excessivement cher. Il y a le gouvernement qui a pris un engagement de dresser un certain nombre de prix des denrées de première nécessité. Par rapport à ce que le gouvernement a dit et ce qu'il y a sur le marché, la réalité diffère. Chaque le temps, chaque période a son, comment dirais-je, donc on va la suivre comme ça. Et puis on demande le bon Dieu qui nous accorde de ce qui est bien, qui nous amène de faciliter dans le carême. Parce que quel que soit même si on criait, disait qu'il y a la saleté, le temps qui arrive là, on va l'assumer comme ça. Pour alléger leur souffrance, ces consommateurs lancent ces appels.
Quand vous vous rendez sur le marché, vous vous rendez compte que comme si rien n'a été fait, et c'est pourquoi nous exhortons le gouvernement de la 7e République à créer les conditions idoines de veiller, de suivre les prix sur le marché, d'activer et de faire en sorte que la direction qui s'occupe de la cherté de la vie puisse faire le travail de tous les jours, que cette direction puisse se rendre sur le marché, que cette direction puisse prendre marchandise par marchandise. Si harmonisation il devrait y avoir, que ces tarifications soient suivies le jour au jour, sans quoi la Oumma islamique sera exposée à une cherté de la vie. Le gouvernement doit prendre sa responsabilité et de mettre, pour que le comité chargé de veiller sur les prix des denrées alimentaires puisse sillonner les marchés, les boutiques qu'ils soient, pour voir est-ce que réellement le prix qui a été fixé au plafond, est-ce que le prix là a été respecté? Parce que le prix qu'ils ont fixé sur l'arrêté, c'est le plafond. Et si on part presque un peu partout, ça dépasse le prix qu'ils ont mis sur l'arrêté. Voilà le premier aspect. Et le deuxième aspect, nous lançons un appel auprès des autorités de la République, auprès des commerçants et des musulmans pour qu'ils puissent vraiment alléger la tâche dans le mois de Ramadan pour que tout le monde puisse en bénéficier. Le moment de carême, tout est cher. Le moment de carême, tout est cher. Donc maintenant, notre souhait seulement, avec notre commerçant Inoka, essayer de réduire les choses pour qu'on puisse vraiment le faire dans la tranquillité, quoi. Les autorités nigériennes doivent se donner les moyens afin de contrôler les prix des produits de grande consommation sur les marchés, afin qu'ils soient accessibles à tous durant ce mois béni du Ramadan, qui est un mois de dévotion et d'adoration pour tous les fidèles musulmans. Le Ramadan, comme toute autre chose, a des bienfaits pour l'organisme. Des bienfaits que nous explique Abdelaziz, il est prédicateur. Nous avons un avantage dans ces adorations. Dans la prière, nous avons tant d'avantages qui est meilleur pour nous, pour notre physique, pour notre spiritualité et encore en particulier même pour notre santé. Et il est de même aussi pour le jeûne. Nous savons très bien que c'est démontré dans la médecine moderne aujourd'hui que quand un organisme fait 8 heures de temps sans consommer des aliments, il aura au fait tous les microbes et les bactéries qui risqueront de mourir dans cet intervalle-là. Alors que si vous regardez le jeûne, nous faisons le double, à peu près le double. Nous faisons 14 heures ici en pays tropical, nous faisons 14 heures de jeûne. Et dans ces 14 heures, nous ne mangeons pas, nous ne consommons rien, nous observons le jeûne et il y a encore l'aspect spirituel qui est là, parce que c'est un acte d'adoration et nous acquérons plus encore de force et de santé en nous abstenant de manger et de boire, parce que tout ce qu'il y a de mal dans l'organisme risque de mourir avant donc la rupture. Donc le jeûne apporte vraiment une santé parfaite. Et vous savez très bien que par rapport à certaines maladies sur Terre aujourd'hui qui n'ont pas de remède, les médecins demandent de jeûner pour pouvoir avoir plus de santé. Et si vous observez même auprès des animaux qui n'ont pas une conscience, si un animal est malade, vous allez voir la première des choses que l'animal fait, c'est s'isoler et s'empêcher donc de manger. Donc arrêtez de consommer, arrêtez de prendre les aliments, de s'alimenter. Et vous allez voir, en l'espace de 3-4 jours, l'animal va se reprendre. Donc il est de même aussi pour l'organisme humain. Une fois qu'on jeûne, on acquiert vraiment une santé parfaite. Donc, en faisant ce jeûne-là, nous avons un lien, nous avons une connexion entre nous et Dieu. Il y a une connexion qui se crée directement entre le fidèle et Dieu, parce que Allah a dit: ô vous les croyants, je vous ai prescrit le jeûne du mois béni de Ramadan afin que vous ayez la piété. Allah l'a prescrit à ceux qui nous ont précédés, mais c'est au fait pour que nous mettons une barrière entre nous et l'enfer.
Donc le premier aspect spirituel qu'on a, c'est que c'est un acte d'adoration qui donne le paradis. Le paradis, comme le messager l'a dit, a 8 portes. Il a dit, parmi ces 8 portes, il y a une porte des jeûneurs. Il y a une porte qui est appelée Rayyan. Et par cette porte-là, ne rentrent que les jeûneurs. En ce mois béni de Ramadan, le quinqueliba est très consommé du fait de sa bonne odeur, mais aussi de ses bienfaits. Les spécialistes donnent des conseils quant à sa consommation. Suivez plutôt. Le quinqueliba est une plante médicinale. On en trouve plusieurs variétés, notamment le quinqueliba du Niger et celui du Mali, qui sont les plus consommés par la population ici à Niamey. Selon les experts, les deux variétés ont les mêmes vertus médicinales. Les feuilles de quinqueliba contiennent des substances parmi lesquelles les phytomicronutriments qui font que le quinqueliba lutte contre les fièvres et le paludisme. La consommation du quinqueliba permet d'abaisser la fièvre. Donc, lorsque ça permet d'abaisser la fièvre, ceci permet de comprendre l'effet du quinqueliba, notamment dans le traitement des maladies qui engendrent la fièvre, notamment le paludisme. Pour une meilleure utilisation du quinqueliba dans le traitement du paludisme, le nutritionniste conseille. La meilleure façon de bénéficier des substances du quinqueliba, c'est vraiment la forme tisane. La forme tisane où on fait une cuisson pas excessive, parce qu'une cuisson excessive peut avoir un effet de destruction des substances utiles que j'ai évoquées. Donc c'est l'effet, la cuisson sous forme de tisane avec un feu doux pendant quelques minutes pour pouvoir faire en sorte que ces substances-là migrent de la feuille vers l'eau. Donc en ce moment-là, cette eau va être consommée de façon graduelle en fonction de nos besoins et pour pouvoir permettre, comme je l'ai dit, de prévenir les maladies. À cette période de pluie caractérisée par une forte prévalence du paludisme au Niger, la demande du quinqueliba est très forte, ce qui permet aux vendeurs de cette plante de tirer leur épingle du jeu. Le quinqueliba a beaucoup d'importance parce qu'il soigne plusieurs maladies. Dieu merci, les gens prêtent attention. Ils viennent s'approvisionner, surtout en cette période de paludisme. En consommant le quinqueliba, on se sent mieux contre le paludisme. Selon le nutritionniste Abdourazak Bello, il n'y a pas de limite d'âge pour la consommation du quinqueliba. Les enfants peuvent en consommer, les adultes peuvent en consommer, les personnes âgées également peuvent en consommer. Pour l'utilisation du quinqueliba, le nutritionniste conseille d'éviter l'excès du feu lors de la préparation de la tisane du quinqueliba et de limiter la consommation pour les femmes enceintes. L'utilisation du cure-dent est recommandée par l'islam. Il permet notamment de lutter contre la mauvaise haleine, surtout en cette période de jeûne. Suivez. C'est peu de le dire, le cure-dent est très prisé par les jeûneurs en ce mois béni de Ramadan. Beaucoup l'utilisent pour lutter contre la mauvaise haleine. Recommandé par l'islam, ce bâtonnet ne fait pas que curer les dents, il est utile aussi pour enlever les restes alimentaires coincés entre ces dernières. Conseillé mais pas obligatoire pour les jeûneurs. Une bonne pratique religieuse islamique, une tradition du prophète à maintenir parce que ça assiste davantage à la propriété. Donc un musulman doit être porteur. Donc ça accompagne les fidèles dans sa pratique. L'islam met en avant la propriété, mais aussi ça améliore, ça nous aide dans notre relation, dans notre cohabitation avec les autres, tout comme dans notre pratique, dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, la prière et autres. Ces petits bouts de bois valent de l'or pendant ce mois béni au grand bonheur des vendeurs qui voient leur chiffre d'affaires monter. C'est utile pour le jeûneur d'utiliser le cure-dent contre la mauvaise haleine. Mais il ne doit pas utiliser le cure-dent qui a un goût aigre ou sucré. C'est dans la sunna et pour s'épargner de la mauvaise haleine que beaucoup l'utilisent.
C'est la sunna, c'est pourquoi j'utilise le cure-dent. En plus, ça me permet d'avoir une bonne haleine. Le cure-dent joue ainsi un grand rôle sur la santé dentaire de l'individu et sur l'hygiène aussi. Cela fait 2 ans que Bazoum Mohamed dirige le Niger en tant que président de la République. La sécurité des populations est l'une des priorités du président de la République. Sur le plan sécuritaire, quel est le bilan qui se dégage pendant ces 2 ans au pouvoir? La réponse dans ce commentaire de Fatih Tonkwano. Très bonne réception et bonne soirée à vous. Bon, moi je dirais que personnellement, et vous êtes ici au Niger comme nous, est-ce que c'est durant ces 10 ans, vous avez constaté un changement dans le vécu du Nigérien? Moi, personnellement, s'il faut faire un bilan de ces 2 ans, je dirais que je ne vois aucun changement par rapport aux 10 ans de gestion de Issoufou. D'ailleurs, eux-mêmes, ils l'ont dit, leur slogan de campagne était la renaissance dans la continuité. Ils n'ont rien promis de nouveau aux Nigériens, ils ont dit qu'ils vont faire de la continuité. Ça veut dire qu'on ne doit rien attendre d'eux, ils l'ont dit, ils ont été clairs. Hein. Sauf si nous, on ne veut pas comprendre. Donc ces 10 ans de gestion, malheureusement, pour moi, le bilan est vraiment très, très, très catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, l'insécurité va de pire en pire. Aujourd'hui, pratiquement tout le territoire nigérien, aujourd'hui, je peux dire que n'est plus sous contrôle de nos FDS comme on le souhaite. Quand je dis sous contrôle, ça veut dire que dans pratiquement toutes les régions, il y a des zones d'insécurité où vraiment la situation est très critique. Les populations ne peuvent plus se déplacer d'un point à un point B dans la tranquillité. Aujourd'hui, on a vu que l'activité économique a pris un coup. Il y a beaucoup de zones où les motos ont été interdites. Il y a beaucoup de zones où les agriculteurs, les paysans ne peuvent plus vaquer à leur occupation. Je peux dire sincèrement, l'insécurité a été un frein à notre vécu quotidien, à notre développement économique. Et cette insécurité-là, malheureusement, je le dis, c'est vraiment pas demain, comme on dit, on va voir la fin. Nous avons Bazoum qui est à la tête de ce pays depuis 2 ans, comme vous l'avez dit. Et si on doit essayer de tirer un bilan de ces 2 ans, moi je dirais que d'emblée, sans faire de contour, que je n'ai pas vu des activités ou des actions réelles qui méritent d'être bien analysées. Sinon, je dirais tout simplement que la seule chose que je retiens de lui, c'est la question des réfugiés qu'il a pu faire retourner chez eux. Donc, ces déplacements qu'il a pu faire lui-même pour aller dans la région de d'Ifa et un peu dans la région de Tillabéri pour essayer de rapatrier quelques citoyens nigériens qui ont dû se déplacer à cause de l'insécurité. C'est la seule action que je peux saluer. Et donc, sinon, c'est tout à fait normal en tant que chef de l'État qu'on soit en mesure de faire ce travail, c'est le minimum. En dehors de ça, moi, je ne vois pas une seule réalisation qu'un Nigérien va dire que ce régime-là, depuis 2 ans, a pu faire quelque chose au Niger.
2 avril 2021, 2 avril 2023, déjà 2 ans que Bazoum Mohamed est à la tête de la République du Niger. Lors de son investiture, le président de la République, dans son discours, avait promis de mettre un accent particulier pour résoudre plusieurs problèmes dont vivent les Nigériens. La question sécuritaire était placée parmi les préoccupations du président de la République. Pour rappel, le Niger vit une situation de sécurité très fragile depuis quelques années, mettant ainsi des milliers de personnes dans des situations d'insécurité. Il y a eu à faire des missions terrain. Une mission, quand on va dans une mission, ce qu'on espère, qu'on apporte du positif, que les choses évoluent dans le bon sens. Je ne doute pas de sa bonne foi. Peut-être qu'il est animé d'une très bonne volonté. Mais malheureusement, nous, on ne voit pas les retombées. Parce que nous, on dit que ça va quand vraiment je peux aller à Terra sans souci. Je peux dire ça va quand je peux aller à Bani Bongo sans crainte, sans vraiment avoir la main sur le cœur que je puisse être attaqué à tout moment. Donc peut-être qu'il a sa bonne foi, il veut vraiment régler le problème, mais malheureusement, nous, c'est le constat. Moi, je parle du vécu, de ce qu'on est en train de vivre. Malheureusement, ça ne va pas. Et aujourd'hui, moi, je dirais que cette insécurité-là, mais il veut, mais quelle que soit sa bonne volonté, je pense que si on prend vraiment un peu de lucidité, je peux dire aujourd'hui, et peut-être que, est-ce que ce n'est pas les acteurs qu'il faut changer ? Est-ce que ce n'est pas les acteurs qu'il faut changer? Parce que c'est les mêmes acteurs pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ça n'a rien donné. On n'a plus... C'est-à-dire ils ont fait le choix de confier notre sécurité, de sous-traiter notre sécurité. Donc, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui grand temps qu'on redonne à nos FDS leur lettre de noblesse? Qu'on leur donne vraiment notre entière confiance et qu'on les équipe, qu'on leur donne tous les moyens nécessaires pour qu'ils s'occupent comme dans le temps de notre sécurité. Moi, je pense que c'est la politique sécuritaire qu'il faut revoir. Et sincèrement, il y a beaucoup de gens dans ce pays-là qui savent comment résoudre ce problème-là. Quelque part, je dirais, c'est comme si les gens ne veulent même pas régler ce problème. Sincèrement, moi, c'est ma lecture de la situation. Et quand je dis les gens, je parle de nos gouvernants. J'ai l'impression que c'est comme si c'est une situation qui arrange certains, et sans le dire comme ça. Parce que ça a trop duré. Ça fait aujourd'hui 12 ans. On est dans une situation très incertaine. Moi, ce pays-là me fait peur. Sincèrement, ça me fait peur tous les jours que Dieu fait. C'est-à-dire l'incertitude du lendemain est en train de s'installer chez nous. Aujourd'hui, la force Barkhane est là. Ça fait des années que la force Barkhane est là. La force Barkhane était un peu au Sahel, au Niger, au Mali, au Burkina. Ailleurs, ils ont dit... Ça n'a pas donné. C'est un partenariat, c'est une coopération. Quand je dis viens m'aider, je constate qu'au fil des ans, ça n'avance pas. Je vais te dire, ok, tu peux être utile chez toi. Tu peux être utile sur d'autres domaines. Mais qu'on essaye de s'asseoir, qu'on essaye de voir, tout le monde sait que ça ne va pas. Barkhane, je ne dirais pas que ça a été négatif sur toute la ligne, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Tout le monde le sait. Eux-mêmes, à maintes reprises, les parlementaires français se sont prononcés dessus. Ils disent qu'ils ne vont pas s'éterniser ici. Quand ça ne va pas, il faut reconnaître que ça ne va pas et corriger. Barkhane, malheureusement, n'a pas été la solution au Sahel. Malheureusement, je le dis, c'est le constat. Parce qu'on est encore sous insécurité. Rien ne va jusque-là. Ils ont beau faire, ils ont tout fait. Malheureusement, ça n'avance pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que quelque part, les gens ne se font pas confiance? Est-ce que quelque part, il y a des non-dits? En tout cas, le résultat est là, les faits sont têtus. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je dirais que Barkhane, aujourd'hui, moi, si je suis un décideur français, je saurais quoi faire de Barkhane. En tout cas, c'est l'idéal pour eux, peut-être, c'est de se retirer et peut-être de nous aider d'une autre manière. En tout cas, le terrain, ils ont fait le terrain avec le FDS. Ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Je pense qu'on ne va pas les laisser s'éterniser sur notre territoire. Donc, je pense que au lieu de tourner à gauche et à droite, ou bien de tourner autour de pluie, qu'on prenne nos courages à deux mains, qu'on se dise la vérité et qu'on essaye de redistribuer les cartes pour que vraiment nous ayons vers une véritable sécurité qui nous permettra de lutter véritablement contre la pauvreté. Parce que pour moi, c'est le seul combat qui vaille au Niger. Lutter contre l'insécurité et maintenant voir comment mettre les populations vraiment à l'aise pour que vraiment les gens aient leur minimum de 2 repas par jour.
Sur le plan sécuritaire, malgré les multiples missions de Bazoum Mohamed pour ramener la stabilité dans le pays, jusque-là, on ne constate aucun changement car chaque jour des Nigériennes et des Nigériens pleurent leur mort. Plusieurs hommes politiques pensent que Bazoum Mohamed, auparavant ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur, est le mieux placé pour lutter contre l'insécurité au Niger en revoyant ses partenaires de lutte et rendre à César son droit. Vous prenez domaine par domaine la question de l'insécurité. Il a été ministre de l'Intérieur pendant des années. Sinon, il était dans le système depuis 10 ans avec Mohamed Issoufou. Il vient de faire 2 ans lui-même. Et s'il n'a pas pu juguler cette crise sécuritaire, moi, je trouve que c'est de l'incapacité, c'est une incompétence et il doit tirer sa révérence. Je crois qu'au Niger, la démocratie est en mal, elle est complètement malade. Et le peuple est vraiment à sa propre merci. Et je ne sais pas, du point de vue politique, comment apprécier cette gestion de ces 2 ans. Mais je considère que je peux dire que le bilan est totalement négatif, sinon à plus de 80% ou 90% négatif. On a vécu des rébellions dans ce pays-là. Je dis, tu vas me dire s'il y a une grande différence entre une rébellion et vraiment le terrorisme. Parce qu'en rébellion, on sait, les acteurs sont identifiés, on sait avec qui on se bat. Là, c'est vraiment une guerre asymétrique. Tu sais même pas, tu n'as pas encore identifié clairement l'adversaire. C'est vrai, c'est différent. Mais sincèrement, moi, je n'ai rien à reprocher à nos FDS. Ils ont fait leurs preuves par le passé. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de leur redonner leur lettre de noblesse. Quand j'étais en campagne, je l'ai dit, je l'ai mis dans mon programme politique. J'ai dit, c'est-à-dire ce problème d'insécurité, c'est-à-dire la solution est toute simple. Mettre nos FDS en avant. Deuxièmement, il faut lutter contre les causes de ce terrorisme. Et je pense que la pauvreté en est pour quelque chose. Il faut voir, aujourd'hui, je prends un exemple banal dans ce pays-là. Il n'y a pas un chemin tracé où tu vas dire que tu vas gagner honnêtement, je dirais, ta vie. Qu'est-ce que j'appelle honnêtement? Avant, on nous disait, si vous partez à l'école, vous avez le brevet, vous avez le bac, vous avez votre diplôme, vous allez intégrer la fonction publique, devenir cadre à 2 jusqu'à monter. Mais maintenant, il n'y a plus ce schéma-là. Il n'y a plus ce schéma. Il n'y a plus de mérite au Niger. Tu ne sais même plus par quelle voie prendre pour devenir un citoyen honnête, normal, qui gagne paisiblement sa vie. Mais dans un pays où il y a ce déni de justice, dans un pays où il y a vraiment le mérite n'est plus encouragé, je pense que c'est aussi ça une des causes du terrorisme. Parce qu'il y a trop de frustrés dans ce pays-là. Il y a trop de frustrés. Des gens, tu fais ton cursus normal, tu viens, tu n'as pas d'issue. Tu n'as pas d'issue. Il faut que les gens redeviennent à la raison, ils reviennent à la raison. Et c'est ça le grand problème. Le terrorisme, c'est à plusieurs niveaux. Cette injustice sociale-là, il faut bien la combattre. Cette injustice sociale, il faut mettre fin à ça. Mettre nos FDS en premier plan. Et peut-être redéfinir le partenariat avec nos alliés qui sont sur le terrain. Moi, je pense qu'ils ne doivent pas être sur le terrain. Peut-être ils peuvent nous amener des appuis financiers, matériels et puis le renseignement. Sinon, ils n'ont aucune raison d'être sur le terrain. En guerre, là, pour être sur le terrain, il faut connaître et maîtriser ton terrain. L'ennemi maîtrise le terrain parce qu'ils sont de la zone. Ils connaissent très bien le terrain. Nos Nigériens, nos FDS connaissent très bien le terrain. Mais est-ce que ces Français qui sont hyper équipés, est-ce qu'ils connaissent le terrain? Ils ne peuvent pas donner un bon résultat. Il faut ajouter que cette situation ne prend que de l'ampleur malgré la présence des forces étrangères qui pensent être aux côtés de l'armée nigérienne pour les soutenir. Combattre les causes de cette pauvreté, c'est-à-dire bannir cette injustice sociale que des gens ont imposée aux Nigériens. Et deuxièmement, mettre nos FDS au premier plan. Et le troisième point, c'est de redéfinir nos partenariats avec nos alliés. Moi, je pense que si on arrive à le faire dans une sincérité vraiment prouvée, il n'y a pas de raison qu'on arrive à bout de ces exercices dans un tel record. Dans la vie, quand tu vois que ça n'avance pas, tu changes, tu vois que si tu es sur la mauvaise trajectoire, tu changes de trajectoire. Je pense qu'on ne peut que saluer ça. Il a vu, il pensait que voilà, la gente ne peut rien apporter comme solution à cette insécurité, mais il s'est rendu compte qu'ils sont obligés de composer avec cette gente-là. Le Mali, c'est pas aujourd'hui. Le Mali et le Niger, c'est le même peuple. C'est les mêmes réalités. Moi, je préfère 10 000 fois une coalition Niger-Mali-Burkina donnera 10 000 fois mieux qu'une coalition Niger-France-États-Unis.
Parce que ces trois peuples-là, c'est le même peuple. Ils connaissent mieux le terrain. Donc il y aura plus de résultats que d'aller vers ces hyperpuissances-là qui ne connaissent pas et qui ne maîtrisent pas nos terrains. Parce qu'il faut du social. C'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer les populations pour combattre ce terrorisme-là. Et là, quand c'est des enfants du pays qui le font, c'est plus facile pour eux. La communication est plus facile. Les déplacements, ils savent où aller, ils connaissent les zones de... Donc vraiment, je ne peux que saluer ce changement, ce revirement du président Bazoum. Parce que je me dis, enfin, il est revenu à la raison et ça ne peut être que salutaire pour nous. Et j'espère que ce qu'ils sont en train de faire, et vraiment que c'est dans une sincérité, que c'est vraiment réellement pour régler le problème. Parce que s'ils le font, moi je suis convaincu qu'en un temps record, on va arriver au bout de ce terrorisme-là. Si nos trois pays se mettent ensemble, il n'y a pas de raison que vraiment, peut-être même d'ici la fin d'année, que ce terrorisme-là soit derrière nous. Voilà. Un État, c'est une prévision. On dit gérer, c'est prévoir. C'est-à-dire, on ne peut pas se lever du matin et puis on dit, on va voir ce que la journée va donner. On a l'impression qu'il n'y a aucune prévision dans ce pays. On a l'impression que le passé ne nous sert à rien dans ce pays. Les mêmes erreurs qu'on fait dans le passé, c'est ces mêmes erreurs-là qu'on est en train de répéter. C'est comme si on refuse de corriger. Pour un meilleur lendemain et un bel avenir pour le Niger, Amadou Issoufou Seydou, candidat indépendant, appelle tous les fils du pays, principalement le président de la République à la tête, pour créer un cadre de recherche de solutions durables et enlever le pays du gouffre dans lequel il est plongé depuis quelques années. La cohésion sociale, moi je pense qu'à l'État du Niger, c'est une obligation pour nous, fils de ce pays, vraiment vu l'état dans lequel ce pays se trouve, de s'asseoir et de se parler. Mais moi, c'est la bonne foi des uns et des autres. Quand un acteur appelle, ce n'est pas le fait de poser l'acte, mais qu'est-ce qu'il pense au fond de lui? Est-ce qu'il est sincère envers lui-même? Je vais prendre un exemple banal. À son début de mandat, il a convoqué toutes les couches sociales. Il a rencontré pratiquement tout le monde. Le Niger entier était content, on dit « Ah, ça c'est une nouvelle manière de gérer, ah, au moins il veut faire changer les choses, il veut l'avancer. » Que ce soit la société civile, les syndicats, il a rencontré tout le monde pour décrisper la situation. Maintenant, demandez à ces mêmes acteurs, la société civile, les syndicats, qu'il a rencontrés il y a 2 ans de cela, est-ce qu'ils continuent à lui faire encore confiance? Parce que c'est ça. Quand tu es en face d'un partenaire, s'il dit « Ah », tu vas le juger sur la suite. Est-ce que maintenant, ce qu'il leur a dit, c'est ce qui se passe? Le CNDP, ils l'ont lancé, c'est un cadre de dialogue politique. Bon, jusque-là, on est là, on se contente de dire qu'on arrange des tests. Et moi, je sais que ça ne va jamais donner quelque chose parce que c'est l'esprit. Les gens ne veulent pas changer dans leur mentalité. Ils se disent, on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Malheureusement, un pays ne se gère pas comme ça. Un pays, même, c'est-à-dire tu ne peux pas piétiner même 1% de la population, à plus forte raison 40 ou 45% de la population. Ça ne se fait pas. On est obligé. Ça, c'est des trucs, c'est des étapes obligatoires de revenir en arrière, de s'asseoir, de se parler et de faire avancer les choses. Sincèrement, il a voulu faire, mais moi, je suis pas, le résultat est là aujourd'hui. Vous pouvez demander à tous les acteurs. Est-ce que quand le président Bazoum est arrivé, il les a convoqués en concertation? Est-ce qu'il continue à croire ce qu'il leur a dit? Il faut lui poser la question et tu ne seras pas surpris par la réponse de tout un chacun aujourd'hui. Tout le monde est dessus. Il a fait un revirement à 90 degrés. Donc c'est comme si on lui a dit attention, ce n'est pas la bonne voie à suivre. Alors que le peuple a applaudi quand il a fait ça au début. Donc je l'ai dit, peut-être qu'il a sa bonne foi, mais est-ce qu'il a les moyens d'aller vers l'objectif qu'il vise? Ça aussi, c'est une autre question. Sur le plan sécuritaire, les Nigériens attendent beaucoup de réalisations concrètes, pas des paroles en l'air, car chaque famille issue des régions affectées par l'insécurité a pleuré son parent tué ou un proche de son parent. C'est le lieu ici d'interpeller les autorités au plus haut niveau pour une prise de décision efficace et efficiente pour sécuriser davantage les Nigériens. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.